Le 18 mai 2012, aux alentours de 17 h, la police de West Bloomfield reçoit un appel horrifique. Tell us what happens when he kicks you and strikes you. I shot the gun. How many times did you shoot the gun? I don't know. What happens when you shoot the gun? There's the struggle. What kind of struggle? He's running after me. And what are you doing? I'm running away. Jonathan Hoffman, 17 ans, vivait dans la banlieue de West Bloomfield, près de Détroit, dans le Michigan. Il fréquente le très célèbre lycée de Farmington et était à quelques mois seulement de terminer ses études. Étant un grand passionné de technologie, Jonathan avait prévu, après son lycée, de rejoindre l'université d'Eastern Michigan. Les amis ainsi que la famille de Jonathan le décrivaient comme un garçon gentil, passionné et toujours à l'affût de la moindre occasion pour faire des blagues. Malheureusement, le parcours scolaire de Jonathan ne va pas se passer comme prévu. On est en 2011 et Jonathan, lui, n'a qu'une seule idée en tête: quitter le lycée pour entamer ses études à l'université. Mais quelques mois avant ses examens finaux, ses parents, Michael et Jennifer, vont divorcer. Les parents de Jonathan vont alors décider de déménager en Arizona, situé à plus de 2500 km du Michigan, en emmenant bien entendu avec eux Jonathan ainsi que leur fille cadette. L'idée, elle, était assez simple: déménager toute la famille dans une nouvelle ville, finir la paperasse administrative et voir par la suite comment ils allaient se départager la garde de leurs enfants. Mais à peine quelques temps après être arrivé en Arizona, la sœur de Jonathan va être diagnostiquée d'une tumeur cérébrale. Les parents vont alors mettre en suspens leur procédure de divorce pour s'occuper à 200% de leur fille. Elle va passer plus d'1 mois à l'hôpital, subir plusieurs opérations chirurgicales et entamer aussi diverses séances de rééducation. Mais le souci, c'est que pendant ce temps, Jonathan, lui, avait intégré un nouveau lycée, mais il ne se sentait pas du tout à l'aise dans ce nouvel environnement. Il avait du mal à s'intégrer et surtout, il se sentait extrêmement seul chez lui, puisque ses parents consacraient la majeure partie de leur temps à prendre soin de sa sœur. Mais cela ne va pas durer longtemps, puisque la grand-mère de Jonathan, Sandra Lane, aura vent de sa situation et va alors tout naturellement proposer à son petit-fils de venir habiter chez elle dans son appartement qui était situé pas très loin de son ancien lycée. Ce faisant, cela permettra alors à Jonathan de terminer ses études de terminale dans son lycée d'origine. Les parents de Jonathan, qui étaient extrêmement débordés par leur fille malade, acceptent volontiers de lui confier leur fils. Sandra ainsi que son mari Fred habitaient ensemble depuis quelques années. Elle avait eu aussi 5 enfants de son mariage précédent et l'une d'elles, Jennifer, décrivait Sandra comme une grand-mère adorable, gentille, mais surtout très attentionnée. Elle savait que peu importe l'enfant qu'on confierait à Sandra, elle en prendrait grand soin. Le 18 mai 2012, aux alentours de 17 h, la police de West Bloomfield reçoit un appel terrifiant de la part de Jonathan. Il explique avec ses propres mots que sa grand-mère, avec qui il habitait depuis plusieurs mois déjà, venait de lui tirer dessus. Il supplie l'opératrice au bout du fil d'envoyer des secours à son adresse, mais ce qui va se passer par la suite est totalement inimaginable.
Après cet appel horrifique, plusieurs unités de police vont être envoyées sur place. À leur arrivée, Sandra, la grand-mère de Jonathan, va sortir en courant de son appartement tout en criant qu'elle venait de tuer son petit-fils. Sans hésiter une seule seconde, elle va conduire les agents de police au sein de son appartement et montrer le corps sans vie de son petit-fils gisant dans une mare de sang. La scène que les policiers ont sous leurs yeux est tout simplement épouvantable. Le jeune homme avait reçu plusieurs balles dans son corps. On retrouvera aussi près de celui-ci un Glock 9 mm qui, vraisemblablement, avait été utilisé pour commettre ce crime. Sandra sera immédiatement arrêtée par les policiers, tandis que Jonathan, de son côté, sera transporté en urgence à l'hôpital le plus proche. Mais malheureusement, ses blessures étaient trop importantes et il n'y avait absolument plus rien à faire. La perte si soudaine de Jonathan va bien évidemment choquer toute la communauté du Michigan, mais surtout les parents de la victime, qui ne comprenaient pas pourquoi la grand-mère de Jonathan aurait-elle commis un crime aussi odieux. Je le rappelle quand même, mais dans les enregistrements audio, on pouvait très clairement entendre que Jonathan était déjà à bout de souffle, qu'il lui restait que quelques instants à vivre et malgré ça, il va se faire à nouveau tirer dessus sans aucune raison. En remontant dans leurs archives et en rassemblant les divers témoignages qu'ils avaient collectés, les policiers vont découvrir qu'en 2011, Jonathan avait commencé à consommer des drogues, pile au moment où ses parents commençaient à ne plus trop s'entendre. Et son addiction va le suivre jusqu'au moment où il va emménager avec sa grand-mère en 2012. Et vous vous imaginez bien que sa consommation de produits stupéfiants ne va pas du tout passer inaperçue auprès de sa grand-mère. Au début, Jonathan va essayer de cacher l'odeur à celle-ci, mais très vite, elle va découvrir le poteau rose et va alors débuter une série interminable de disputes. Ces disputes vont être tellement disproportionnées qu'un jour, Sandra va appeler la police en leur disant tout simplement que son petit-fils l'avait menacé physiquement. En arrivant sur place, les officiers auraient effectivement vu Jonathan hurler et crier sur sa grand-mère et aurait alors pris la décision de l'arrêter, mais alors que la police s'apprête à l'embarquer, Sandra va s'interposer en leur expliquant qu'elle va s'occuper de lui et qu'elle fera de son mieux pour qu'il reprenne un droit chemin. Mais en réalité, Sandra avait extrêmement peur de son propre petit-fils et ne savait pas du tout comment gérer la situation. Le principal sujet de dispute entre Jonathan et sa grand-mère était toujours par rapport à sa consommation de drogue. D'ailleurs, cela va l'amener à sa propre perte, puisqu'en 2012, après avoir consommé des champignons hallucinogènes, il sera alors pris de panique et va alors appeler la police pour lui venir en aide, police qui vont par la suite l'arrêter pour usage de produits hallucinogènes et ainsi que pour possession de drogue. Il sera mis en semi-liberté pendant une durée de 3 mois dans laquelle il avait pour interdiction de consommer de quelconque drogue. Mais vous vous l'imaginez, après ces 3 mois passés, Jonathan va reprendre ses mauvaises habitudes qui va alors davantage exacerber les disputes qu'il avait déjà avec sa grand-mère. Le jour de l'incident, Jonathan avait, comme à son habitude, consommé une énorme quantité de produits stupéfiants. Sandra va déclarer plus tard à la barre qu'elle s'était saisie de son arme à feu pour confronter directement son petit-fils. L'idée derrière tout ça, lui faire comprendre qu'il était temps de changer. Mais voyez-vous, la communication entre les deux ne va pas se passer comme prévu, puisque très vite, la tension va monter et Jonathan en sera alors venu aux mains. Did you have a conversation with him? Yes, What kind of conversation did it you have? wasn't a conversation. It was arguing. Tell us what happens when he kicks you, when it strikes you. I shot the gun. How many times did you shoot the gun? I don't know. What happens when you shoot the gun? He's running after me. And what are you doing? I'm running away. And why are you trying to get away from him? Scared. You're scared. What are you scared about? He's gonna hurt me. Why are you shooting? I don't know. You just do. I don't know. Are you still afraid? Yes. À la cour, le mari de Sandra, Fred, viendra aussi témoigner à la barre en expliquant
qu'il ignorait totalement que sa femme possédait une arme dans leur appartement. Il explique aussi que malgré le fait qu'elle avait extrêmement peur de son petit-fils, Sandra n'a jamais voulu renvoyer le garçon chez ses parents. Fred explique aussi à la cour que le jour de l'incident, il était en train de regarder un match de basket qui se déroulait à quelques mètres de son appartement. Le procès de Sandra va durer plus de 2 semaines. La défense de Jonathan va expliquer qu'effectivement, si Sandra s'était sentie menacée ce jour-là, elle avait tout le temps possible pour sortir de l'appartement, prévenir les voisins ou même appeler de l'aide. Mais comme on l'a vu, rien de tout cela ne s'est passé et Sandra va tout simplement indiquer que c'était de la légitime défense. Ce qui est étrange, c'est que le jour de l'incident, une infirmière avait inspecté le corps de Sandra à la recherche d'une quelconque blessure. Mais celle-ci n'avait absolument aucune égratignure et, plus étrange encore, elle parlait en bien de son petit-fils. La défense de Sandra, de leur côté, vont essayer d'expliquer à la cour que Sandra était juste une grand-mère désespérée de voir son petit-fils sombrer dans la dépendance. Elle avait extrêmement peur de lui et surtout, selon elle, il était devenu extrêmement incontrôlable. Pris au pied du mur, c'était donc la seule solution qu'elle pouvait envisager. Bien entendu, le jury ne va pas du tout avaler cette histoire et va alors directement condamner Sandra pour meurtre au second degré. Sandra se verra infliger une peine minimale de 20 ans de prison pour le meurtre de Jonathan, ainsi que de 2 ans supplémentaires pour usage d'une arme à feu sans permission. I wonder if you really felt so afraid and a need to shoot. Why did you keep shooting him on the charge of homicide, second-degree murder, that you served 20 to 40 years? Ce qui est le plus surprenant dans tout cela, c'est que la mère ainsi que le père de Jonathan vont approuver à 100% la décision du jury. Ils ne vont en aucun cas essayer de la défendre et vont même aller jusqu'à déclarer qu'ils étaient contents qu'elle passe le restant de sa vie en prison. Et vous, qu'en pensez-vous de cette affaire? Qu'est-ce qui aurait pu pousser cette grand-mère qui adorait son petit-fils à commettre un acte si horrible? Légitime défense? Folie meurtrière? À vous de me le dire dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Ken Show. Prenez soin de vous. Salut!